Après la mort de mon mari, j'ai élevé seule sa fille, rejetée par sa propre famille. Pendant 9 ans, nous n'avions que l'une et l'autre. Mais la découverte d'une fiducie de 2,4 millions d'euros a tout changé. Au tribunal, une vidéo de son père a révélé une vérité qui a effacé tous les sourires. Le premier mensonge que Rémi Dubois raconta ce matin-là fut que l'argent n'avait rien à voir avec sa présence. Il était assis de l'autre côté du tribunal des successions, vêtu d'un costume anthracite qui portait encore le pli de son tailleur, une main posée sur le nom de mon défunt mari sur la pétition visant à me retirer de mon poste de cofiduciaire. Il s'agit de protéger la fille de Jean-Luc, dit-il. Madame Dubois n'a aucune parenté sanguine avec Elisa et, pendant 9 ans, elle a contrôlé qui l'enfant pouvait voir, ce qu'on lui disait et quelle requête parvenait à la compagnie fiduciaire. Aucune parenté sanguine. 9 ans de fièvre, de réunions de parents, d'appareils dentaires, de cauchemars, de demandes d'admission à l'université et de chaises vides au concert scolaire disparurent sous 4 mots. À côté de moi, Elisa était si immobile que l'anneau d'argent à son pouce avait cessé de tourner. Elle avait eu 18 ans 3 mois plus tôt, ce qui signifiait que personne dans cette pièce ne pouvait légalement décider où elle vivait, mais il pouvait toujours demander au tribunal d'effacer mon nom de la fiducie que son père avait établie pour elle. L'avocat de Rémi sourit comme si l'affaire était déjà décidée. Marguerite baissa les yeux et pressa un mouchoir sur des joues sèches. Puis Denise Perrin se leva. Votre honneur, avant que la Cour ne statue sur la pétition, il y a une déclaration conditionnelle de Jean-Luc Dubois qui porte directement sur son choix de cofiduciaire. Le juge Carrier étudia la clé USB scellée puis ordonna au greffier de la lire. L'écran vacilla. Jean-Luc apparut plus mince que je ne l'avais dans mes souvenirs, enveloppé dans la robe bleue qu'il portait pendant son dernier hiver. Pendant une terrible seconde, la salle d'audience disparut. Je me retrouvai près de son lit, comptant l'espace entre ses respirations. Rémi se pencha vers sa mère, tous deux souriant encore. Jean-Luc regarda directement la caméra. « Catherine, dit-il, avant que quiconque ne t'accuse de rester pour l'argent, j'ai besoin que tu me pardonnes. » Les sourires de l'autre côté de l'allée disparurent. « Je ne t'ai jamais dit ce que ces actions pourraient devenir. » La main d'Elisa trouva la mienne sous la table. Jean-Luc prit une respiration peu profonde. « Et si ma mère et mon frère sont dans cette pièce, demandez-leur d'expliquer pourquoi ils ont refusé ma fille avant de savoir qu'elle valait quoi que ce soit. » 9 ans plus tôt, la première nuit après ses funérailles, Elisa était montée dans mon lit et avait demandé si j'allais la quitter moi aussi. C'était l'histoire de pourquoi j'avais dit non. Avant de vous ramener à là où tout a commencé, dites-moi d'où vous écoutez et comment se passe votre journée. Restez avec moi, car chaque choix qui a suivi a commencé avec une enfant effrayée à la porte d'une chambre. Et veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Pendant la dernière semaine de Jean-Luc, notre maison semblait rétrécir autour de la pièce où il mourait. L'hospice avait placé son lit près de la fenêtre, bien qu'il ouvrît rarement les yeux assez longtemps pour voir dehors. Un verre d'eau reposait près de sa main droite. Il tendait la main, s'arrêtait à mi-chemin et me regardait avec une excuse qu'il n'avait plus la force de dire. J'avais appris à lever la paille avant qu'il ne demande. Son vieil appareil photo argentique reposait sur la commode avec 23 photos encore sur la pellicule. Jean-Luc avait toujours refusé de gaspiller une image. Il attendait qu'Elisa oublie qu'il la regardait avant d'appuyer sur l'obturateur. Maintenant, elle était assise dans le couloir avec une feuille de calcul mathématique posée sur ses genoux. Elle appuyait son crayon si légèrement que je pouvais à peine l'entendre. À 9 ans, elle avait déjà appris à se faire plus petite chaque fois que les adultes autour d'elle souffraient. « Tu peux travailler à la table de la cuisine », lui dis-je. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre de son père. « Ça va ici. » J'ai failli l'appeler « chérie ». J'ai failli dire « viens t'asseoir avec maman ». Au lieu de cela, je lui ai dit qu'il y avait des tranches de pommes dans le réfrigérateur. J'étais dans sa vie depuis qu'elle avait 4 ans. J'avais tressé ses cheveux maladroitement, préparé des déjeuners oubliés et m'étais assise à ses côtés à travers la maladie et les pièces de théâtre scolaire. Pourtant, je n'avais jamais utilisé le mot « mère » pour moi-même. Sa mère était morte avant que je ne le rencontre et réclamer ce titre me semblait voler à une femme morte. Cet après-midi-là, pendant qu'Elisa se douchait, Jean-Luc ouvrit les yeux et me demanda de fermer la porte de la chambre. « Denise a les papiers », murmura-t-il. J'ajustai sa couverture. « Quel papier ? » Ceux qui s'assurent qu'Elisa reste avec toi. Les mots tombèrent plus durement que je ne m'y attendais.
Nous avions tourné autour de l'avenir pendant des mois sans nommer son absence. Ta mère devrait être impliquée, dis-je. Rémi aussi. Elle a besoin de personnes qui te connaissaient avant moi. Jean-Luc regarda la porte fermée. Pendant plusieurs respirations, il ne dit rien. Denise leur a envoyé une question formelle, dit-il finalement, et ses doigts bougèrent sur le drap comme s'il cherchait les miens. Elle s'en occupe. Ce n'est pas une réponse. C'est la réponse que j'ai pour l'instant. Je voulais des noms, des promesses, des signatures, quelque chose d'assez solide pour s'y tenir après son départ. Puis je vis combien la conversation lui coûtait. Catherine, dit-il, ne laisse personne lui faire croire qu'elle doit gagner sa place dans cette maison. Je lui tins la main jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Je me dis qu'il y aurait du temps pour demander à Denise plus tard. Il n'y en eut pas. Jean-Luc mourut 2 matins après cela. Le soleil avait à peine atteint le plancher. Je me tenais près de son lit, réchauffant un gant de toilette dans mes mains quand je réalisai que le matelas avait cessé de se soulever sous lui. Le réfrigérateur continuait de ronronner. Élisa restait dans le couloir, attendant le prochain souffle parce que personne ne lui avait dit qu'il n'y en aurait pas. Je m'agenouillai devant elle. Je ne me souviens pas des mots que j'ai utilisés. Je me souviens qu'elle a demandé s'il avait froid et que je pensais qu'il aurait dû y avoir un son assez fort pour marquer le moment où notre famille a changé. La maison est restée douloureusement ordinaire. Aux funérailles, Marguerite portait des gants noirs malgré la chaleur de septembre. Elle acceptait les condoléances le dos droit, comme si elle organisait un déjeuner officiel au lieu d'enterrer son fils. Rémi se tenait près de Denise. Après le service, je l'entendis demander « Quand révisons-nous les papiers de Jean-Luc ?» L'expression de Denise ne changea pas. Pas aujourd'hui. Je trouvai Marguerite près des marches de l'église pendant qu'Élisa était assise à l'intérieur avec l'un des collègues de Jean-Luc. Mes bras étaient remplis de dossiers et de cartes de condoléances. J'ai besoin de quelques jours pour m'occuper de la maison et des papiers, dis-je. Élisa pourrait-elle rester avec vous jusqu'au week-end? Le visage de Marguerite se crispa avant que je n'aie fini. C'était la fille de Jean-Luc, dit-elle. Elle n'a jamais été la vôtre, mais cela ne fait pas d'elle notre responsabilité maintenant. Pendant un instant, je crus avoir mal compris. Elle vient de perdre son père et j'ai perdu mon fils. Rémi nous rejoignit. Il en avait assez entendu pour savoir ce que j'avais demandé, mais il n'offrit ni sa maison, ni son temps, ni même un transport. Élisa doit rester quelque part de familier, dit-il. La déplacer ne ferait qu'aggraver les choses. Il le dit comme s'il la protégeait. Puis il conduisit sa mère à leur voiture et me laissa sur les marches de l'église. Denise s'approcha après leur départ. Elle me donna une enveloppe scellée. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir maintenant, dit-elle. Sur le devant, de l'écriture de Jean-Luc, étaient les mots « Pour Élisa quand elle sera assez grande pour choisir ». Je la plaçai au fond d'un tiroir de bureau. Cette nuit-là, je dormis moins d'1 heure avant que le plancher ne grince devant ma chambre. Élisa se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue du pull gris de Jean-Luc. Les manches couvraient ses mains et l'ourlet lui arrivait presque aux genoux. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Je soulevai la couverture. Elle s'allongea rigidement de l'autre côté du lit, laissant une bande de matelas froid entre nous. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous ne parla. Puis elle demanda, « Tu vas me quitter toi aussi ?» J'aurais pu promettre que tout irait bien, mais les enfants savent quand les adultes utilisent des promesses impossibles pour cacher la peur. « Je ne sais pas comment faire ça sans ton papa, dis-je. Mais je sais que je ne pars pas. » Élisa se tourna vers moi. Ses doigts se refermèrent sur la manche de ma chemise de nuit, pas ma main, comme si elle avait encore besoin d'un moyen de lâcher prise rapidement. Elle s'endormit en se tenant. Je fixai le plafond jusqu'au matin, écoutant le doux souffle de sa respiration et comprenant ce que le jour apporterait. Les gens demanderaient si j'avais le droit de garder la fille de Jean-Luc. Allongé à côté d'elle, je savais seulement que je ne pouvais pas être une autre personne qui choisirait de partir. Au lever du soleil, Élisa avait relâché sa prise sur ma manche, mais ne l'avait pas complètement lâchée. Je restai à ses côtés jusqu'à ce que le réveil commence à briller contre le mur, craignant qu'un mouvement trop tôt ne rende ma promesse temporaire. 3 jours plus tard, j'étais assise en face de Denise Perrin dans son bureau de Lyon, avec le certificat de décès de Jean-Luc dans mon sac et un nœud sous les côtes qui n'avait pas diminué depuis les funérailles. Denise arrangea 2 dossiers sur le bureau.
Ce sont des affaires distinctes, dit-elle. La tutelle décide qui est responsable des soins d'Elisa. La fiducie décide comment les actifs de Jean-Luc sont détenus et utilisés à son profit. Je regardais d'un dossier à l'autre. Lequel décide si elle reste avec moi? La tutelle décide de cela. Jean-Luc m'avait nommé comme la personne qu'il voulait pour élever Elisa. Sa mère était décédée des années avant que j'entre dans leur vie, mais sa nomination ne rendait pas la décision automatique. Un juge des successions devrait encore décider ce qui servait le mieux Elisa. Denise ouvrit le deuxième dossier. La compagnie fiduciaire des Vallées détiendra l'argent, fera les investissements, tiendra les comptes et approuvera les distributions. Jean-Luc vous a nommé cofiduciaire parce que vous connaissez les besoins quotidiens d'Elisa. Vous ne serez pas rémunéré et vous ne pouvez pas vous transférer d'argent. De quel argent parlons-nous? Il y a une assurance vie, un compte d'éducation et des parts de sociétés privées difficiles à évaluer. Nous n'avons pas besoin de résoudre cela aujourd'hui. J'ai failli rire de l'absurdité du mot « argent ». J'avais passé la matinée à décider si je pouvais me permettre de remplacer le chauffe-eau cassé sans toucher au compte d'urgence. Que se passe-t-il si la famille de Jean-Luc s'oppose à moi? Alors ils devront comparaître et dire au tribunal ce qu'ils veulent. Cela m'effrayait plus que je ne l'admettais. Marguerite avait déjà dit qu'Elisa n'était pas sa responsabilité, mais les gens rejetaient parfois un fardeau en privé et réclamaient un droit en public. Je n'avais pas de lien sanguin, pas d'ordonnance d'adoption et pas de nom sur le certificat de naissance d'Elisa. Tout ce que j'avais, c'était la vie que nous avions vécue ensemble. Denise me suggéra de demander à Marguerite de soutenir la tutelle, même si elle ne voulait pas s'occuper d'Elisa elle-même. Une simple déclaration qu'Elisa devrait rester dans la maison qu'elle connaissait pourrait éviter des semaines d'incertitude. J'ai passé l'appel depuis ma cuisine ce soir-là pendant qu'Elisa coloriait à table. Marguerite répondit après la 4e sonnerie. Le tribunal a besoin de savoir si vous vous opposez à ce qu'Elisa reste avec moi, dis-je. Vous n'assumeriez aucune responsabilité. Je vous demande seulement de confirmer qu'elle devrait rester chez elle. Je ne me lierai pas à un arrangement que Jean-Luc a créé sans me consulter. Il était en train de mourir, Marguerite, et je perdais mon fils. Je baissai la voix. Elisa perd tout le monde en même temps. Ce n'est pas de mon fait. Rémi intervint un instant plus tard. J'entendis Marguerite lui dire que j'essayais de les impliquer légalement. Je ne peux pas prendre de responsabilité personnelle ou financière pour un enfant, dit-il. Mon entreprise est déjà assez instable. Personne ne vous demande de l'élever. Alors laissez-moi en dehors de ça. Denise m'avait prévenu de ne pas discuter s'il ne voulait pas aider. Elle avait besoin de leur refus par écrit afin que la tutelle ne soit pas retardée par des questions sans réponse. Je comprends, dis-je. Je ne demanderai plus. Quand je me suis retourné, Elisa se tenait près de l'embrasure de la porte. Je ne savais pas combien elle avait entendu. Elle regarda le téléphone dans ma main puis retourna à table sans rien demander. Après cela, elle devint plus facile d'une manière qui m'effraya. Elle faisait son lit avant le petit déjeuner. Elle portait ses assiettes à l'évier et essuyait le comptoir sans qu'on le lui demande. Quand ses bottes d'hiver se fendirent sur le côté, elle y glissa un morceau de carton et dit qu'elle fonctionnait encore. À l'épicerie, elle cessa de chercher les céréales que Jean-Luc achetait. Un soir, je la trouvai en train de déposer 2 € de son argent de cantine dans le pot à côté du réfrigérateur. « C'est pour quoi faire ?» demandai-je. « La facture d'électricité. » « Tu ne paies pas la facture d'électricité. » Je pensais pouvoir aider. Je m'accroupis à côté d'elle. « Tu as le droit d'avoir des besoins, Elisa. » Elle fixa le pot et dit qu'elle savait, mais son visage me dit qu'elle n'y croyait pas encore. Les factures rendaient mes paroles plus difficiles à prouver. Les frais médicaux de Jean-Luc étaient réglés, mais l'hypothèque demeurait. La maison avait été choisie pour 2 revenus et un avenir que nous n'avions plus. Chaque pièce le portait, mais la mémoire ne réduisait pas un paiement mensuel. Denise expliqua quelles dépenses la fiducie pouvait légitimement couvrir pour Elisa, frais de scolarité, besoins de santé, vêtements et autres choses clairement destinées à elle pouvaient être soumis à la compagnie des Vallées. Ma part des dépenses du ménage restait la mienne. J'aurais pu essayer de garder la maison et demander à la fiducie de prendre une plus grande partie des dépenses d'Elisa. Au lieu de cela, j'ai appelé une agence immobilière. Vendre me semblait une autre mort. Jean-Luc avait peint lui-même les armoires de la cuisine.
La marque de taille d'Elisa grimpait toujours sur le mur du garde-manger. Sa tasse de café était dans le même placard parce qu'aucune de nous ne pouvait décider si la déplacer serait irrespectueux. Pourtant, garder une maison que je ne pouvais pas me permettre aurait transformé chaque facture d'épicerie et chaque dépense scolaire en une question sur l'argent d'Elisa. Je voulais une ligne entre ce qui lui appartenait et ce que je devais en tant qu'adulte qui avait promis de rester. L'audience de tutelle eut lieu avant la vente de la maison. Marguerite et Rémi n'apparurent pas. La salle d'audience était plus petite que je ne m'y attendais. Il n'y avait pas de jury et pas d'arguments dramatiques, seulement un juge en robe sombre, Denise à mes côtés et Elisa assise, les mains sous les cuisses. Le juge examina la nomination de Jean-Luc, l'étude du domicile, mes dossiers d'emploi et le fait que la mère d'Elisa était décédée. Puis elle regarda Elisa par-dessus ses lunettes. « Comprenez-vous que Catherine a demandé à devenir votre tutrice légale ?» Elisa hocha la tête. « Et où voulez-vous vivre ?» Ses yeux se tournèrent vers moi puis revinrent vers le juge. « Je veux rentrer chez moi avec Catherine. » Elle ne m'a pas appelé, maman. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. La juge m'accorda la tutelle de sa personne. Denise me rappela tranquillement que cela signifiait que j'étais responsable des soins d'Elisa, de son école, des décisions médicales et de sa vie quotidienne. Cela ne faisait pas de moi la seule contrôleuse de la fiducie de Jean-Luc. La compagnie des valets détenait toujours les actifs et supervisait chaque distribution. La distinction était importante pour le tribunal. Pour moi, la seule chose qui importait était qu'Elisa me prenne la main quand nous nous levâmes pour partir. Devant le tribunal, Denise me donna une mince pochette. Ce sont les requêtes de Jean-Luc à sa mère et à son frère, ainsi que leurs réponses. Je regardai l'entête de la première page mais ne pus me résoudre à lire plus loin. Les mots se brouillèrent avant de devenir des phrases. « Je ne peux pas lire ça aujourd'hui », dis-je en glissant la pochette dans mon dossier. 2 mois plus tard, la vente fut conclue. Notre nouvelle maison était plus petite, avec un couloir étroit et un citronnier qui se penchait sur la clôture arrière. La chambre d'Elisa donnait sur le soleil de l'après-midi. Avant que les déménageurs n'apportent son lit, elle se tenait dans la pièce vide, tenant l'appareil photo argentique de Jean-Luc. L'obturateur cliqua. « Pourquoi as-tu pris une photo d'une pièce vide ?» demandai-je. Elle baissa l'appareil. « Pour que je puisse me souvenir que nous étions ici avant que quelqu'un ne le change. » Je voulais lui dire que personne ne pouvait le changer. J'en savais assez alors pour éviter les promesses que je ne pouvais pas contrôler. Au lieu de cela, je portais la dernière boîte à l'intérieur et accrochais les nouvelles clés à un crochet près de la porte d'entrée. Elisa me regarda. « Allons-nous devoir déménager à nouveau ?» Je touchai la clé jusqu'à ce qu'elle cesse de se balancer. « Pas parce que quelqu'un décide que nous n'avons pas notre place ici. » Pendant les 9 années suivantes, notre vie ne changea pas en un moment dramatique, elle changea de pièce en pièce, une décision ordinaire à la fois. La première fut aux urgences quand Elisa avait 11 ans. Elle se réveilla avant l'aube avec une douleur au bas du côté droit et insista qu'elle pouvait encore aller à l'école. À midi, elle était recroquevillée contre la portière passager pendant que je roulais dans la circulation de Lyon, une main sur le volant et l'autre tendue vers elle chaque fois que la voiture s'arrêtait. Le médecin dit « appendicite ». L'opération serait simple si on agissait vite. Rien de tout cela ne me semblait simple. Je signai les formulaires de consentement en tant que sa tutrice légale, répondis aux questions sur les allergies et appelai la compagnie des valets quand l'hôpital demanda les informations d'assurance liées à la fiducie de Jean-Luc. Le processus prit quelques minutes, mais chaque signature me rappelait que quelqu'un avait un jour dû décider si j'étais autorisé à garder cet enfant. Après l'opération, Elisa somnolait sous une couverture chauffante. Ses joues étaient rouges et ses cheveux collaient humides à son front. Je me penchai quand elle bougea les lèvres. « Maman, murmura-t-elle, ne pars pas. » Le mot m'atteignit avant que je ne sois préparé. « Je suis là, lui dis-je. Retourne dormir. » Quand elle se réveilla correctement le lendemain matin, elle se souvint d'avoir demandé de l'eau et rien d'autre. Je ne lui dis pas comment elle m'avait appelé. Je ne lui demandai pas de le redire. Je portais le mot chez moi silencieusement et le gardais là où je gardais toutes les choses que j'avais peur de revendiquer. Marguerite appela cette même nuit. Pendant une seconde pleine d'espoir, je crus que quelqu'un à l'hôpital l'avait contacté. Puis elle demanda si j'avais trouvé la collection de montres de Jean-Luc. Ma petite fille se remet d'une opération, dis-je. J'ai entendu Rémi en parler en ligne. Elle a 11 ans.
Vous pourriez demander comment elle va. Je suppose que vous me diriez si c'était grave. Je regardais à travers la vitre Elisa endormie sous les lumières de l'hôpital. Ces montres appartenaient au père de Jean-Luc avant lui, continua Marguerite. Vous devriez vous souvenir que certaines choses appartiennent à sa vraie famille. Je mis fin à l'appel sans répondre. Elisa n'a jamais su que Marguerite avait appelé. À l'époque, le silence me semblait plus gentil que de la laisser découvrir que sa grand-mère se souvenait d'un tiroir de montres avant de se souvenir d'elle. 3 ans plus tard, la pièce qui nous tenait ensemble était notre cuisine. J'avais commencé à prendre des quarts de soir 2 fois par semaine pour faire face à l'augmentation des dépenses. Un jeudi, je suis rentré après 21 heures et j'ai trouvé une assiette couverte de papier aluminium sur la cuisinière. Elisa avait laissé une note à côté, chauffée 2 minutes. J'ai déjà fait mes devoirs. Elle avait 14 ans alors, tout en longues jambes et questions prudentes. Le lendemain matin, elle plaça un formulaire scolaire à côté de mon café. Sa classe d'histoire prévoyait un voyage de 4 jours à Paris. Le coût était imprimé en bas. C'est merveilleux, dis-je. Ce n'est pas important. Tu m'as apporté le formulaire pour que tu saches pourquoi tout le monde en parle. Je lui ai demandé quand la compte était due. Elle plia le papier en 2 et le glissa sous son bol de céréales. J'ai changé d'avis. Son visage avait la même expression que lorsqu'elle avait fendu ses bottes des années plus tôt. Elle avait appris de nouveaux mots, mais elle essayait toujours de se rendre assez peu chère pour être gardée. Tu veux y aller, dis-je. Nous n'avons pas besoin de dépenser autant. Tu n'es pas une dépense ménagère à réduire. Elle détourna le regard. Je sais. J'ai payé la compte de mes économies. Pour couvrir le reste, j'ai vendu le bracelet en or que Jean-Luc m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Il avait passé plus de temps dans un tiroir qu'à mon poignet et le vendre ne me rendait pas noble, cela me rendait triste pendant un après-midi et soulagé lorsque le paiement final fut effectué. Je n'ai pas dit à Elisa. Je voulais qu'elle se souvienne des musées, pas qu'elle calcule ce que j'avais sacrifié pour l'y envoyer. La semaine avant son voyage, une carte d'anniversaire arriva de Rémi, près d'1 mois en retard. Il n'avait signé que son nom. En plus petit, il avait ajouté une question, sais-tu ce qui est arrivé aux actions Étoiles du Nord de Jean-Luc? Je me tenais dans la cuisine, tenant la carte pendant qu'Elisa emballait des collations pour le vol. J'aurais pu la lui donner et lui expliquer la phrase. J'aurais pu la laisser décider si une carte en retard avec une question financière comptait toujours comme un contact. Au lieu de cela, je la plaçai au fond du tiroir de mon bureau avec les papiers de tutelle. Je me dis que je la protégeais d'être utilisée. Ce que je faisais réellement, c'était de choisir les parties de sa famille qu'elle était autorisée à voir. À 17 ans, Elisa avait transformé la petite buanderie derrière notre garage en chambre noire. Le citronnier effleurait le toit au-dessus et l'odeur chimique la suivait dans la maison, peu importe à quel point elle scellait soigneusement les bouteilles. Un samedi, elle développa plusieurs pellicules que Jean-Luc avait laissées derrière lui. Je me tenais à côté d'elle sous la lumière rouge tandis que les images apparaissaient lentement dans les bacs. L'une montrait Jean-Luc tenant un tuyau d'arrosage, une autre capturait Elisa endormie contre son épaule, une troisième me montrait riant, le visage détourné de l'appareil. Puis une autre photo apparut. Marguerite était assise sur notre ancien Porsche avec une Elisa beaucoup plus jeune sur ses genoux. Ses bras étaient enlacés autour de l'enfant et toutes deux souriaient. Elisa souleva la photographie humide par les bords. Elle a l'air de m'avoir aimé. Je regardais le liquide couler d'un coin. Elle l'a probablement fait. Alors pourquoi n'ont-ils jamais appelé? Il y avait des réponses que j'aurais pu donner, ils ont appelé quelques fois. Ils ont posé les mauvaises questions. Un de ces appels s'est terminé avec toi en pleurs. J'ai bloqué les numéros parce que je pensais que les retirer était plus sûr que de t'apprendre à leur survivre. Au lieu de cela, je dis, ils ont choisi de ne pas faire partie de nos vies. C'était vrai, mais pas complet. Elisa me regarda et l'accepta sans méfiance. Cette confiance aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, elle laissa une petite pression sous mes côtes. La photographie séchait sur une corde au-dessus de nous. Quelques mois plus tard, une enveloppe de la compagnie fiduciaire des Vallées arriva avec une marque rouge en haut, demandant mon attention immédiate. À l'intérieur se trouvait un avis indiquant que Systèmes Médicaux Étoiles du Nord avait conclu un accord d'achat. Les actions privées de Jean-Luc, autrefois difficiles à évaluer et impossibles à vendre, valaient désormais environ 2,4 millions d'euros dans la fiducie d'Elisa.
Je lus le chiffre 3 fois. Jean-Luc m'avait dit que ses actions pourraient ne jamais devenir quoi que ce soit. Il en avait parlé comme on parle d'un vieux billet de loterie laissé dans un tiroir. J'ai appelé Noémie Grand à la Compagnie des Vallées. Elle a confirmé que la société détenait et investissait toujours tous les actifs de la fiducie. Je restais cofiduciaire non rémunéré, ce qui signifiait que je pouvais aider à évaluer les besoins d'Elisa et à envisager des distributions inhabituelles, mais je ne pouvais pas transférer d'argent sur mon propre compte ni approuver des paiements par moi-même. Elisa est la bénéficiaire, a déclaré Noémie. La fiducie peut soutenir l'éducation, les soins médicaux et un logement raisonnable. La majeure partie du capital reste protégée jusqu'à ses 25 ans, selon les instructions de Jean-Luc. Je la remerciai et m'assis à la table de la cuisine avec la lettre entre les mains avant d'appeler Denise, avant de répondre à une autre question. Je dis à Elisa. Elle lut l'avis en silence. Je m'attendais à de l'incrédulité, peut-être de l'excitation pour l'université ou le genre d'avenir qui ne l'obligeait plus à compter chaque dépense. Au lieu de cela, elle leva les yeux. Papa savait ? Je pensais à Jean-Luc me disant que les actions pourraient ne jamais valoir quoi que ce soit. Je pensais à l'enveloppe scellée dans mon bureau et à toutes les vérités que les adultes croyaient avoir le droit de retarder. Je ne sais pas, dis-je. Ce soir-là, la sonnette retentit. Marguerite se tenait sur le pas de la porte à côté de Rémi. Entre eux se trouvait une boîte en carton remplie de vieilles photographies de Jean-Luc. Marguerite me regarda par-dessus l'épaule, vers Elisa. Nous avons appris ce qui est arrivé à la compagnie de ton père, dit-elle. Nous pensions qu'il était temps que tu connaisses ta famille. Pendant plusieurs secondes, je restais dans l'embrasure de la porte sans les inviter à entrer. Marguerite tenait la boîte en carton contre sa poitrine. Un foulard bleu pâle reposait dessus, celui que Jean-Luc enroulait 2 fois autour de son cou chaque fois que les matins lyonnais tombaient en dessous de 10 degrés. Rémi se tenait un pas derrière elle, les 2 mains visibles, comme s'il voulait que je remarque qu'il n'avait apporté aucun papier. Elisa entra dans le couloir. « C'est à papa ?» demanda-t-elle, regardant le foulard. L'expression de Marguerite s'adoucit. Il le portait pendant presque tous les hivers à l'université. Je voulais fermer la porte. Je me souvenais aussi de la photographie séchant sous la lumière rouge et d'Elisa demandant pourquoi sa grand-mère n'avait jamais appelé. « 1 heure, dis-je. Nous ne discutons pas de la fiducie. » Rémi hocha la tête immédiatement. « Nous sommes venus voir Elisa, » dit-il avec l'assurance d'un homme qui s'attendait à ce que la phrase elle-même serve de preuve. Nous nous sommes assis dans le salon. Marguerite a posé la boîte sur la table basse et a retiré chaque objet avec soin. Il y avait des photos d'école, de vieilles cartes d'anniversaire, un gant de baseball avec le nom de Jean-Luc écrit à l'intérieur, et une photo de lui à 12 ans avec les 2 genoux écorchés. Elisa la ramassa. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Il a essayé de sauter son vélo par-dessus un fossé de drainage, dit Marguerite. Il a fait passer Rémi en premier, l'a regardé tomber, puis a décidé qu'il pouvait faire mieux. Rémi sourit. Il a atterri plus loin dans le fossé. Elisa a ri avant de pouvoir s'arrêter. Le son a changé la pièce. Pendant un instant, Marguerite n'était pas la femme qui avait refusé de la prendre après les funérailles, elle était une mère se souvenant d'un garçon téméraire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait à Elisa une autre photo. « Il avait peur de l'eau, dit-elle. » Elisa sembla surprise. « Papa m'a appris à nager. » C'est pourquoi il a appris. Il avait 27 ans avant de pouvoir traverser une piscine sans s'accrocher au bord. Quand tu es né, il a dit qu'aucune de ses filles ne le verrait jamais avoir peur de quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Elisa me regarda comme pour vérifier si je savais déjà. Je secouai la tête. Marguerite lui sourit et j'y vis quelque chose de réel. Elle avait aimé Jean-Luc. Elle avait même pu aimer Elisa de la manière limitée où elle s'autorisait à aimer quiconque dont les besoins compliquaient les siens. Rémi s'excusa avant que l'heure ne s'écoule, bien qu'il n'ait jamais nommé ce qu'il avait fait. Nous avons mal géré les choses après la mort de Jean-Luc, dit-il. Le temps a passé et puis il est devenu plus difficile de savoir comment revenir. Vous auriez pu commencer par un coup de fil, dis-je. Son regard se tourna brièvement vers Marguerite. On nous a dit que ce ne serait pas bienvenu. Je sentais Elisa me regarder, mais Rémi changea de sujet avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Il regarda autour de notre salon, observant la lampe réparée,
le canapé usé et la pile de brochures universitaires à côté du sac d'appareils photo d'Elisa. « As-tu choisi une école ?» lui demanda-t-il. « Je décide entre deux, toutes deux en Californie. » Elle hocha la tête. « Si tu fréquentes un endroit près de la côte, le logement sera cher. Un petit appartement pourrait avoir plus de sens que de payer un loyer pendant 4 ans. Cela pourrait être une dépense raisonnable pour la fiducie. » Mon attention s'aiguisa. La compagnie des valets avait discuté de l'éducation, des soins médicaux et d'un logement raisonnable avec Elisa et moi. Aucun de ces détails n'avait été rendu public. Nous avons convenu de ne pas parler de la fiducie, dis-je. Je parlais de planification universitaire. Vous parliez d'une distribution. Rémi leva les deux mains. Je travaille avec la propriété. Je pense en termes pratiques. L'heure se termina peu après. Marguerite laissa le foulard à Elisa et promit de trouver d'autres photographies. À la porte, elle toucha la joue d'Elisa de 2 doigts, puis sembla penser qu'il valait mieux ne pas l'embrasser. Après leur départ, Elisa porta la boîte à la table de la cuisine. « Je peux les revoir ?» demanda-t-elle. Chaque instinct que j'avais développé en 9 ans me disait de dire non. Ils étaient revenus quelques jours après avoir appris l'existence de l'Étoile du Nord. Rémi en savait assez sur la fiducie pour tester ses limites lors de sa première visite. Puis je me suis souvenu de la carte d'anniversaire dans mon bureau et de la réponse que j'avais donnée dans la chambre noire, ils ont choisi de ne pas faire partie de nos vies. J'avais déjà fait trop de choix au nom d'Elisa sans lui dire que c'était des choix. Oui, dis-je. Mais certains étaient publics. Elle étudia mon visage. Tu ne leur fais pas confiance. Je fais plus confiance à ce que les gens font qu'à ce qu'ils disent. Ce n'est pas une réponse. C'est la plus honnête que j'ai. Nous les avons rencontrés pour le déjeuner le samedi suivant dans un restaurant près du fleuve. J'ai choisi une table au centre de la salle à manger, loin des coins privés. Marguerite est arrivée avec une autre enveloppe de photographies. Rémi est arrivé avec un dossier en cuir qu'il n'a jamais ouvert. Au début, la conversation est restée sur Jean-Luc. Marguerite a raconté à Elisa comment il avait une fois manqué un examen important parce que Rémi s'était cassé le poignet et avait refusé d'aller seul à l'hôpital. Rémi a ri et a dit que Jean-Luc s'était plaint de l'examen manqué pendant des années. Puis la nourriture est arrivée et les questions ont changé. Rémi a demandé combien d'aide financière Elisa s'attendait à recevoir. Il a demandé si je l'avais encouragé à postuler hors de l'État. Il a demandé si la compagnie des valets avait expliqué comment la fiducie traiterait le logement. Je pensais que ce déjeuner était à propos de papa, a dit Elisa. Il l'est, a répondu Rémi. Sa planification fait partie de ce qu'il t'a laissé. Marguerite a posé sa main près de l'assiette d'Elisa. Vous avez vécu avec soin pendant très longtemps. Jean-Luc n'aurait pas voulu que vous comptiez chaque euro alors que près de 2,5 millions sont intacts. Ma fourchette s'est arrêtée contre l'assiette. Combien avez-vous dit? J'ai demandé. Rémi a répondu avant que sa mère ne puisse. Elle parle généralement, a-t-il dit. Près de 2,5 millions. L'acquisition était publique. N'importe qui pouvait estimer la valeur des premières actions d'employés. Pas sans savoir combien d'actions Jean-Luc possédait. Rémi prit une gorgée d'eau. Alors, j'estimais. Elisa le regarda, puis Marguerite. La chaleur qu'elle avait montrée dans notre salon s'est estompée. Rémi se pencha en avant. Catherine a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'est pas une professionnelle de la finance. Il n'y a aucune insulte à admettre qu'un fiduciaire agréé pourrait prendre des décisions indépendantes sans que l'émotion familiale ne s'en mêle. L'émotion de quelle famille? Demanda Elisa. Celle de tout le monde. Marguerite sourit comme si elle essayait de réparer la conversation. Tu mérites de vivre comme une Dubois. Les épaules d'Elisa se crispèrent. Je vis déjà comme une Dubois. C'est mon nom. Tu sais ce que je veux dire. Je ne crois pas. Le déjeuner se termina sans dessert. Ce soir-là, Rémi envoya à Elisa un lien vers un appartement meublé près de l'une des universités qu'elle envisageait. Son message disait que la fiducie pourrait probablement l'acheter au lieu de gaspiller de l'argent en loyer. Marguerite commença à envoyer des photographies tous les matins, Jean-Luc à son premier jour d'école, Jean-Luc tenant Rémi bébé, Jean-Luc au bord d'un lac, plissant les yeux au soleil. Elisa regarda chacune d'elles, mais elle cessa de répondre après le 3e jour.
Ils essayaient de compresser 9 années vides en une semaine de souvenirs. Marguerite m'appela en privé le vendredi. « Vous avez eu 9 ans, dit-elle. Vous ne pouvez pas le garder tout entier. Elisa n'est pas ce qui reste de Jean-Luc à diviser. Vous savez exactement ce que je veux dire. Je sais que vous êtes revenu après avoir appris la valeur des actions. » Sa voix se fit plus froide. Et je sais que vous avez passé des années à décider ce qu'Elisa était autorisée à savoir de nous. Je l'ai tenue à l'écart des gens qui l'avaient déjà rejetée. Vous a-t-elle demandé de faire cela? Je ne répondis pas assez vite. Marguerite remarqua, « Vous appelez ça de la protection, dit-elle. D'autres pourraient appeler ça de l'isolement. » Elle mit fin à l'appel avant que je ne puisse répondre. Quelques minutes plus tard, Elisa entra dans la cuisine, son téléphone à la main. La couleur avait quitté son visage. Rémi lui avait envoyé une capture d'écran d'un ancien historique d'appel. Le numéro de Marguerite y apparaissait plus d'une fois. En dessous, il avait écrit un seul message, « Avant de décider qui a abandonné qui, demande à Catherine ce qu'elle ne t'a jamais dit. » Elisa se tenait de l'autre côté de l'îlot de cuisine, la capture d'écran de Rémi brillant dans sa main. Ils ont appelé? Il n'y avait plus de version sûre de la réponse. Oui. Le mot changea son visage plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Combien de fois? Quelques fois pendant les 2 premières années. Tu m'as dit qu'ils avaient choisi de ne pas faire partie de nos vies. Ils l'ont fait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je tendis la main vers le dossier d'une chaise mais ne m'assis pas. Ils ont appelé, Elisa. J'aurais dû te le dire. Elle posa le téléphone sur le comptoir entre nous. Qu'est-ce qu'ils voulaient? La vérité avait autrefois semblé trop laide pour être donnée à une enfant en deuil. Maintenant, chaque année où je l'avais tenue éloignée d'elle la rendait plus lourde. Ta grand-mère a posé des questions sur les montres de ton père, ses papiers et des choses qu'elle pensait devoir rester avec la famille Dubois. Rémi voulait savoir ce qui était arrivé aux actions Étoiles du Nord. Parfois, il demandait comment tu allais, mais la conversation revenait toujours à la propriété ou à l'argent. Les yeux d'Elisa ne quittèrent pas les miens. Ont-ils déjà demandé à me voir? Marguerite a demandé à te parler une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis souvenu clairement de l'appel. Elisa avait 10 ans, assise par terre avec un puzzle étalé autour de ses genoux. Elle avait pris le téléphone avec enthousiasme parce que je lui avais dit que c'était sa grand-mère. Marguerite a dit que ton père aurait voulu que tu te souviennes de ta vraie famille, dis-je. Alors elle t'a dit que je n'étais pas ta mère et ne le serais jamais. La main d'Elisa se referma sur le bord du comptoir. Tu as pleuré jusqu'à t'endormir. Le lendemain matin, tu as demandé si le juge pouvait changer d'avis et te renvoyer. Je ne me souviens pas de ça. Moi si. Alors tu les as bloqués? Oui. Et quand j'ai demandé pourquoi ils n'avaient jamais appelé, tu as menti. Je t'ai dit la partie qui, selon moi, te ferait le moins de mal. C'est quand même un mensonge. Je voulais dire que je l'avais fait parce que je l'aimais, mais la phrase ressemblait trop à une demande de pardon. J'ai eu tort de décider ce que tu pouvais gérer. Elisa se détourna et pressa les 2 paumes contre le comptoir. Quoi d'autre as-tu décidé que je ne pouvais pas gérer? L'enveloppe scellée était toujours dans mon bureau. La carte d'anniversaire de Rémi était derrière. Le paquet que Denise m'avait remis après l'audience de tutelle était resté non lu pendant des années. Je ne sais pas, admis-je. Elle me regarda. Ce n'est pas une réponse non plus. C'est la plus honnête. Elle prit son sac d'appareil photo de la chaise. Où vas-tu? À la chambre noire. Laisse-moi te conduire. Non, Elisa, il fait presque nuit. Je n'ai plus 9 ans. La porte d'entrée se ferma avant que je ne puisse répondre. Chaque partie de moi voulait la suivre. Je voulais expliquer l'appel de l'hôpital, la carte d'anniversaire et chaque moment où j'avais cru que le silence était une protection. Au lieu de cela, je restais dans la cuisine et la laissais partir sans transformer sa colère en une autre chose que je contrôlais. Elle envoya un SMS 15 minutes plus tard pour dire qu'elle était en sécurité. Elle ne dit pas quand elle reviendrait. Rémi appela pendant que je fixais encore le message. Vous devriez la laisser entendre les 2 versions, dit-il. Vous lui avez envoyé des fragments d'anciens dossiers sans contexte. Je lui ai envoyé des faits. Vous lui avez envoyé une arme. Seulement parce que vous m'en avez donné une.
Je baissai la voix. Que voulez-vous? Un professionnel indépendant devrait superviser la fiducie, quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié à Elisa. La compagnie des valets la supervise déjà. Vous avez toujours une influence sur les distributions spéciales. Vous avez passé des années à contrôler son accès à la famille. Un tribunal pourrait se demander ce que vous avez d'autre contrôlé. Vous avez dit à Denise que vous ne pouviez pas accepter la responsabilité personnelle ou financière d'Elisa. C'était il y a 9 ans, avant que les actions ne valent quoi que ce soit. Il fit une pause. Puis il dit, vous devriez parler à votre avocat. Les papiers arrivèrent 2 jours plus tard. Marguerite et Rémi avaient déposé une requête auprès du tribunal des successions du département de Lyon. Denise me l'expliqua à la table de ma cuisine parce que je ne pouvais pas supporter de m'asseoir dans un autre bureau pendant que quelqu'un discutait de ma place dans la vie d'Elisa. Il ne demande pas la garde, dit-elle. Elisa aura 18 ans en août et votre tutelle prendra fin alors. Il demande au tribunal de vous suspendre de votre rôle de cofiduciaire, de réviser les distributions passées et de nommer un fiduciaire professionnel. Rémi a dit qu'il voulait de l'indépendance. Le fiduciaire qu'il propose a déjà travaillé avec son entreprise. Je regardais à nouveau la requête. Les mots « influence indue » et « conflit d'intérêts » y apparaissaient plus d'une fois. Ils disent que je les manipulais. Ils disent que vos rôles de tutrice, de soignante et de cofiduciaire vous ont donné trop d'influence. Je n'ai jamais déplacé un euro. Les dossiers de la compagnie des valets le montreront. Denise tapota une autre section. Il demande également une comptabilité et se réserve le droit de demander une surtaxe. Qu'est-ce que cela signifie? S'il persuade le tribunal que vous avez approuvé des dépenses inappropriées ou violé votre devoir fiduciaire, il pourrait demander un jugement contre vous personnellement. Mes yeux se tournèrent vers la fenêtre au-dessus de l'évier. Au-delà, le citronnier se penchait contre la clôture de la première maison que j'avais achetée sans Jean-Luc. Pourrait-il prendre la maison? Ils n'ont aucun droit sur votre maison, mais si vous perdiez et faisiez face à un jugement important et à des frais juridiques, vous pourriez avoir à vendre des actifs pour les payer. La distinction était légalement importante et émotionnellement inutile. Rémi n'avait aucun droit sur ma maison, il n'avait besoin que de rendre sa défense trop chère. Il avait également demandé une mesure d'urgence, affirmant que les délais de scolarité et de logement d'Elisa nécessitaient une protection immédiate. Denise dit que le tribunal ne trancherait pas l'intégralité du litige en quelques semaines. Il pourrait préserver la fiducie, maintenir les paiements ordinaires de scolarité et médicaux via la compagnie des valets et restreindre temporairement les distributions exceptionnellement importantes tout en fixant une audience probatoire plus rapide. Ils veulent de l'urgence parce que l'urgence effraie les gens et les pousse à se rendre, dit-elle. Que se passe-t-il jusqu'à l'audience? La compagnie des valets continue de payer les éléments essentiels approuvés. Rémi ne prend pas le contrôle. Vous restez cofiduciaire à moins que le juge n'en décide autrement. J'ai lu un paragraphe m'accusant d'avoir isolé Elisa de sa famille paternelle pour préserver une influence émotionnelle et financière. L'argent n'avait jamais été le mien. Je savais cela, Denise le savait. Les dossiers de la compagnie des valets le prouveraient. Pourtant, voir 9 ans réduit à une allégation me faisait trembler les mains. Chaque déjeuner préparé, chaque fièvre, chaque réunion de parents, chaque nuit où Elisa s'était tenue à la porte de ma chambre pouvait maintenant être décrite comme un investissement calculé dans l'héritage de quelqu'un d'autre. Après le départ de Denise, j'ouvris le tiroir du bureau. Les papiers de tutelle étaient sous l'ancienne carte d'anniversaire de Rémi. Derrière eux se trouvait l'enveloppe scellée que Jean-Luc avait laissée. Je la soulevai pour la première fois depuis des années. Écrit sous le nom d'Elisa se trouvait une ligne que je n'avais jamais remarquée, à n'ouvrir que si son droit de choisir ou le rôle de Catherine dans la fiducie est contesté. La porte d'entrée s'ouvrit. Elisa entra, son sac d'appareil photo sur l'épaule. Ses yeux étaient gonflés, mais sa voix était stable. J'ai entendu dire qu'ils avaient déposé quelque chose. Ils l'ont fait. Essaient-ils de me faire vivre avec eux? Non, ils ne peuvent pas décider où tu vis et ta tutelle prend fin quand tu auras 18 ans. Ils essaient de me retirer de la fiducie. Elle regarda les papiers sur la table. Parce que tu les as bloqués. Ils utilisent cela. Ils disent aussi que je t'ai influencé pour des raisons financières. L'as-tu fait? Non. Son regard tomba sur l'enveloppe dans ma main. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que ton père a laissé à Denise. Tu l'as ouverte? Non.
Elisa hocha la tête mais ne s'approcha pas. Je ne sais pas qui croire à propos de tout ce qui s'est passé, dit-elle. La phrase fit mal, mais j'en avais mérité une partie. Tu n'as pas à décider ce soir. Je ne vais pas chez grand-mère. Je n'allais pas te demander de partir. Je sais. Elle descendit le couloir et entra dans sa chambre. Cette fois, quand la porte se ferma, je compris que ce n'était pas seulement la peur de l'autre côté. C'était le doute, et j'avais contribué à le mettre là. Les mots sur l'enveloppe de Jean-Luc me suivirent dans le bureau de Denise Perrin le lendemain matin. Je la posai sur son bureau sans l'ouvrir, et elle la retourna soigneusement, vérifiant le sceau et l'écriture avant de me regarder. Elle contient un enregistrement numérique que Jean-Luc a laissé avec des instructions écrites, dit-elle. Il ne nous a pas autorisés à l'utiliser simplement parce que la famille est devenue difficile. La condition était spécifique, elle pouvait être présentée si le droit d'Elisa de choisir ou votre rôle en vertu de la fiducie était formellement contesté. Alors la condition a été remplie. Oui, mais cela ne signifie pas que je peux vous la remettre et vous laisser aller au tribunal avec. Nous devons établir quand elle a été faite, comment elle a été stockée et pourquoi elle est pertinente à l'intention de Jean-Luc. Le juge décidera si elle peut être montrée. Je fixai l'enveloppe. Savez-vous ce qu'il a dit? Oui. Et vous n'allez pas me le dire? Pas encore. Si vous l'entendez maintenant, chaque décision que vous prendrez ensuite pourrait devenir une réaction aux instructions d'un homme mort. Jean-Luc a laissé des preuves, Catherine. Il ne vous a pas laissé la permission de cesser de penser par vous-même. La réponse m'irrita parce qu'elle ressemblait à quelque chose que Jean-Luc aurait pu lui demander de dire. Avant que je ne puisse argumenter, Denise fit glisser un autre document sur le bureau. L'avocat de Rémi avait proposé un règlement. Au début, les termes semblaient presque miséricordieux. Rémi et Marguerite retireraient la demande de me tenir personnellement responsable de 9 ans de dépenses de la fiducie. Ils cesseraient de me réclamer un remboursement et chaque partie couvrirait ses propres frais de justice jusqu'au jour de la signature de l'accord. Ils promettraient également de ne pas faire circuler leurs accusations parmi l'école d'Elisa, mon employeur ou les gens de notre communauté. En retour, je démissionnerai de mon poste de cofiduciaire. Un fiduciaire professionnel agréé sélectionné par la partie de Rémi prendrait ma place. J'accepterai de ne pas m'opposer aux futures distributions de logements et d'éducation approuvées par ce fiduciaire, et Elisa n'aurait pas à témoigner sur notre famille en audience publique. Je lus les pages 2 fois. Rémi ne peut pas prendre ma maison. Non, dit Denise. Il n'a aucun droit dessus, mais si nous continuons à nous battre et que le tribunal ordonne une surtaxe contre vous ou si les frais juridiques deviennent trop importants, vous pourriez devoir vendre des actifs de toute façon. C'est possible? Et cela fait disparaître cette menace. Cela fait disparaître une menace en vous demandant de renoncer au poste que Jean-Luc vous a donné. Je regardais à nouveau la promesse qu'Elisa n'aurait pas à témoigner. Cette ligne avait plus de pouvoir sur moi que tout ce qui impliquait de l'argent. J'imaginais qu'elle était assise dans un tribunal pendant que les avocats déchiquetaient chaque décision effrayée que j'avais prise depuis la mort de Jean-Luc. J'imaginais Marguerite pleurant, Rémi parlant doucement et Elisa étant invitée à choisir quelle version de son enfance était vraie. Démissionner lui ferait-il du mal, demandai-je. Cela dépend de qui vous remplace et de la manière dont cette personne utilise la discrétion de la fiducie. Il propose un professionnel. Il propose quelqu'un qu'ils ont sélectionné. Ce n'est pas la même chose que neutre. Denise ne me dit pas plus. Elle dit seulement que le passé du fiduciaire proposé était toujours en cours d'examen. La réunion de règlement eut lieu 2 jours plus tard dans une salle de conférence qui sentait le café et le tonneur d'imprimante. Elisa n'était pas présente. Rémi dit que c'était la preuve qu'il voulait la protéger. Marguerite était assise en face de moi, les mains jointes sur son sac en cuir. Cela ne doit pas devenir une guerre publique, dit-elle. Une vraie mère comprendrait quand se retirer protège l'enfant. Je sentis Denise bouger à côté de moi, mais je répondis avant qu'elle ne puisse. Je me suis avancé parce que personne d'autre ne le ferait. Et maintenant, vous ne pouvez pas supporter de vous retirer, répliqua Marguerite. Peut-être que cela a cessé d'être à propos d'Elisa. Rémi se pencha vers la table. Personne ne remet en question les années où vous vous êtes occupé d'elle. Nous remettons en question si la personne qui l'a élevée devrait également influencer la manière dont des millions d'euros sont utilisés. La compagnie des valets contrôle l'argent. Vous avez toujours une voix. Elisa aussi.
Elle a 17 ans et dépend émotionnellement de vous. C'est exactement pourquoi un fiduciaire indépendant a du sens. Chaque phrase était conçue pour faire en sorte que la capitulation semble responsable. Si je signais, Elisa n'aurait pas à témoigner. Mon travail ne serait pas traîné dans l'affaire. La maison ne serait pas menacée par un jugement que je ne pourrais jamais me permettre. Rémi perdrait le pouvoir de me décrire publiquement comme une femme qui avait élevé un enfant pour de l'argent. Tout ce que j'avais à abandonner, c'était la voix que Jean-Luc m'avait confiée. Au moment où je suis rentré à la maison, je m'étais presque convaincu que ma démission serait mon dernier acte de protection. J'ai imprimé l'accord sur le petit bureau de ma chambre, puis j'ai laissé les pages à côté de l'imprimante pendant que j'allais faire du thé. Elisa était là quand je suis revenu. Elle tenait la première page à deux mains. Ses yeux parcoururent le paragraphe nommant le fiduciaire proposé par Rémi. « Tu allais signer ça ?» Je l'envisageais. Sans me le dire ? Je voulais d'abord le comprendre. Tu en savais déjà assez pour l'imprimer. Je pris une inspiration. Si je signe, tu n'auras pas à témoigner. Il retire la réclamation selon laquelle je devrais de l'argent à la fiducie. Il cesse de menacer d'envoyer les accusations à mon employeur et tu quittes la fiducie. Je démissionne d'un poste légal. Je ne te quitte pas. Son expression se durcit. Pourquoi appelles-tu toujours ça de la protection quand tu décides de quelque chose avant que je ne sache que ça existe ? J'essaie de t'empêcher d'être forcé de parler contre la famille de ton père. C'est eux qui ont intenté le procès, pas toi. Je sais. Alors pourquoi suis-je celle qui perd la personne que papa a choisie ? Je tendis la main vers les pages, mais elle les tint contre sa poitrine. Elisa, c'est une fiducie. Ce n'est pas une tutelle. Ce n'est pas une garde. Tu as presque 18 ans et personne ne peut te faire vivre n'importe où. Tu as promis que tu ne partirais pas, dit-elle. Signer le seul avis que papa t'a donné, c'est toujours partir. Cet avis pourrait nous coûter cette maison. La vérité s'échappa avant que je ne puisse l'adoucir. Elisa regarda autour de la pièce, la porte étroite du placard et le bord usé du tapis. Alors c'est ça ? Non, il s'agit de la possibilité que je perde le procès, que je doive de l'argent que je n'ai pas et que je perde mon emploi parce que Rémi répète la même accusation jusqu'à ce que quelqu'un la croie. Il s'agit de voir des avocats transformer chaque erreur que j'ai commise en preuve que 9 ans avec toi était un plan financier. Ma gorge se serra, mais je me forçai à continuer. J'ai peur qu'un juge regarde les appels bloqués, la carte que j'ai cachée et chaque fois que je ne t'ai dit qu'une partie de la vérité, puis décide que rien d'autre n'a d'importance. J'ai peur qu'il mette une valeur en euros sur tout ce que j'ai fait et appelle ça de l'influence. La colère d'Elisa ne disparut pas, elle changea. Alors arrête de demander au tribunal de te dire ce que tu étais pour moi. La pièce devint très silencieuse. J'avais passé des années à croire que si je portais assez de choses seule, Elisa n'aurait jamais à ressentir le poids. Au lieu de cela, je m'étais appris à cacher chaque choix difficile jusqu'à ce qu'il devienne un secret qu'elle devait découvrir. Je sortis mon téléphone et appelai Denise pendant qu'Elisa se tenait toujours à côté de moi. Quand Denise répondit, je dis, rejetez l'accord. Êtes-vous sûr ? Oui. Donnez-leur les dossiers complets, les appels que j'ai bloqués, la carte que j'ai gardée, chaque distribution que j'ai approuvée et chaque demande à laquelle je me suis opposé. Je ne veux pas d'une version édulcorée. Je regardai Elisa. Et je ne lui demanderai pas de prendre mon parti. Denise resta silencieuse un instant. Alors nous nous préparons pour l'audience. La réponse de Rémi arriva ce soir-là. Son avocat dit qu'il poursuivrait la surtaxe, chercherait à recouvrer les frais de justice et demanderait au tribunal de geler toutes les distributions spéciales jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Je transmis la lettre à Noémie Grand. Elle appela dans l'heure et m'assura que l'ordonnance de conservation du tribunal permettait toujours à la compagnie des valets de payer les acomptes universitaires approuvés d'Elisa, ses besoins médicaux et ses dépenses de subsistance ordinaires. Rémi pouvait faire en sorte que la menace paraisse plus grande, mais il ne pouvait pas tout arrêter simplement en l'écrivant dans une lettre. Je retournai dans la chambre avec l'accord non signé. Elisa se tenait dans le couloir devant sa chambre. Je remis les pages dans leur enveloppe sans les signer et les poussai à l'autre bout du bureau. Elisa ne me serra pas dans ses bras et ne dit pas qu'elle me pardonnait. Elle ouvrit la porte de sa chambre et regarda en arrière. Je suis toujours en colère, dit-elle. Mais je suis là. La première ordonnance du tribunal arriva en juillet.
elle permit à la compagnie des valets de continuer à payer les acomptes universitaires d'Elisa, ses frais médicaux et ses frais de subsistance ordinaires, mais elle gela temporairement les distributions exceptionnellement importantes jusqu'à l'audience de novembre. Rémi ne prit pas le contrôle et je restai cofiduciaire. Pourtant, chaque demande donnait maintenant l'impression que quelqu'un en dehors de notre foyer mesurait si je méritais de signer mon nom. Elisa eut 18 ans en août. Il n'y eut pas de moment dramatique au tribunal lorsque ma tutelle prit fin à minuit. La loi cessa simplement de la traiter comme une enfant dont je pouvais décider la résidence. Le lendemain matin, elle ouvrit une lettre de la compagnie des valets qui lui était directement adressée et lut un rapport de fiducie qui m'aurait autrefois été transmis. Je fis le même gâteau au citron que Jean-Luc préparait pour ses anniversaires. Nous le mangeâmes à la table de la cuisine, toujours prudentes l'une envers l'autre, mais la prudence avait changé. Elisa n'avait plus besoin de ma permission pour partir, rester à la maison, parler à Marguerite ou refuser ses appels. Quand elle choisit de rester, je ne pouvais plus prétendre que le choix appartenait à quelqu'un d'autre qu'à elle. En septembre, elle commença l'université à proximité de Lyon. La compagnie des valets paya directement les frais de scolarité et approuva ses dépenses de logement ordinaire sans délai. L'affaire continua en arrière-plan à travers des documents, des échéances et des conversations que Denise compressait en courtes mises à jour. Je n'avais pas besoin d'entendre parler de chaque dépôt, je n'avais besoin de savoir que ce que chaque développement pourrait demander à Elisa ou à moi de céder. Notre seule réunion de préparation complète eut lieu fin octobre. Denise étala une longue feuille de papier sur sa table de conférence pendant que Noémie Grand ouvrait les dossiers de la fiducie sur un ordinateur portable. Elisa était assise à côté de moi plutôt qu'entre nous, un petit changement que je remarquai sans le mentionner. Denise dessina 5 marques sur le papier. C'est l'affaire sans les discours, dit-elle. À la première marque, Jean-Luc avait demandé à Marguerite et Rémi de servir de tuteurs de secours si je ne pouvais pas m'occuper d'Elisa. À la deuxième, tous deux avaient refusé. À la troisième, le tribunal m'avait nommé tutrice et la fiducie de Jean-Luc m'avait placé aux côtés de la compagnie des valets en tant que cofiduciaire non rémunéré. À la quatrième, 9 ans de dossier montraient que je n'avais reçu aucune compensation tandis que la société contrôlait chaque euro. À la cinquième, l'Étoile du Nord avait été vendue, la fiducie valait environ 2,4 millions d'euros et la famille de Jean-Luc était revenue. Denise ferma son stylo. L'audience de novembre ne concerne pas la perfection de chaque décision personnelle de Catherine. Le juge décidera s'il y a suffisamment de preuves de violation, d'inaptitude ou d'influence indue pour la retirer de la fiducie. Elle ouvrit le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient les lettres et emails de 2017 que j'avais été trop épuisé pour lire après l'audience de tutelle. Denise ne les lut pas à voix haute, elle en résuma les parties importantes et nous dit que le libellé complet serait réservé au tribunal. Rémi avait écrit qu'il ne pouvait pas assumer de responsabilité personnelle ou financière pour un enfant. Marguerite avait dit qu'Elisa devrait rester avec la femme qui avait choisi cette vie. Aucune des réponses n'avait demandé ce dont Elisa avait besoin, à quel point elle était effrayée ou si je pouvais me débrouiller seule. Elisa gardait les yeux rivés sur les pages. Ils savaient que papa mourait quand ils ont écrit ça? Oui, dit Denise. Et Catherine leur a demandé d'aider. Catherine et Jean-Luc l'ont fait. Elisa ne me regarda pas. Son silence n'était pas pardon, mais il éliminait un mensonge que Rémi avait essayé de placer entre nous. Noémie ouvrit la deuxième série de dossiers. Le rapport montrait chaque paiement que la compagnie des valets avait effectué au profit d'Elisa, factures d'hôpital, frais de scolarité, voyages approuvés, thérapie après la mort de Jean-Luc et plus tard les frais universitaires. Tous avaient des reçus et une approbation de l'entreprise. À côté du résumé de la rémunération du fiduciaire se trouvait un zéro. Aucun frais n'a jamais été payé à Catherine, dit Noémie. Aucun argent de la fiducie n'est entré sur ses comptes personnels. Elle pouvait recommander ou s'opposer à certaines distributions, mais la compagnie des valets examinait et effectuait chaque paiement. Elle montra 2 demandes que j'avais refusées. L'une concernait une plus grande partie de l'hypothèque après notre déménagement. L'autre aurait permis à la fiducie de payer une plus grande partie d'un voyage en famille parce qu'Elisa était incluse. Les deux auraient pu être défendables, dit Noémie. Catherine a refusé parce qu'elle pensait que la fiducie paierait aussi des dépenses qui lui appartenaient. Je me souvenais de ces décisions seulement comme des nuits à la table de la cuisine avec une calculatrice et un mal de tête. Sur papier, elle semblait plus claire qu'elle ne l'avait été. Le troisième dossier appartenait à Rémi. Denise avait obtenu des courriels entre lui,
un conseiller financier et le fiduciaire professionnel qu'il voulait nommer. En pièce jointe se trouvait un tableau intitulé « Transition Elisa ». Il listait la rénovation d'un appartement, les frais de gestion des travaux et les honoraires des fournisseurs. Plusieurs entreprises étaient liées à Rémi ou à des personnes avec lesquelles il faisait régulièrement des affaires. Un courriel contenait la phrase qui fit Elisa se reculer sur sa chaise. Une fois Catherine retirée, la famille peut guider les distributions. Rémi n'avait pas demandé comment Elisa voulait vivre, il avait planifié les contrats en premier. Cela gagnera-t-il l'affaire, demandai-je. Aucun document unique ne la gagne, dit Denise. Cela montre le mobile. Les dossiers de la compagnie des valets ne montrent aucune violation financière. Les vieilles lettres montrent qui a refusé la responsabilité. Ensemble, elles rendent l'histoire de Rémi plus difficile à croire. Puis elle se tourna vers moi. Elle n'efface pas les appels que vous avez bloqués. Je sais qu'il soutiendra que vous avez mélangé votre rôle de mère avec vos devoirs fiduciaires. Il dira que vous avez contrôlé ses relations, puis utilisé cette dépendance pour rester dans la fiducie. Je ne l'ai jamais menacé avec de l'argent. Ce n'est pas la seule forme d'influence. Vous devez être honnête que la frontière entre protéger Elisa et décider pour elle n'était pas toujours claire. La réunion se termina avec plus de vérité que de réconfort. Denise et Noémie nous laissèrent seuls pendant qu'elle faisait des copies dans la pièce voisine. Je regardais Elisa. Il y a quelque chose que je dois dire sans te demander de me faire sentir mieux après. Elle joignit les mains sur ses genoux et attendit. J'aurais dû te dire la vérité quand tu étais assez grande pour demander. J'avais peur de ce que cela ferait, alors je t'ai enlevé le choix. Je n'ajoutais pas que je l'aimais. L'amour était vrai, mais à ce moment-là, cela aurait ressemblé trop à une demande de pardon. Elisa regarda la paroi vitrée du bureau de Denise. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Cela ne le rend pas juste. Non. Penses-tu que tu peux me pardonner? Pas d'un seul coup. La réponse me fit moins mal qu'un pardon rapide n'aurait pu le faire. Cela signifiait qu'elle ne me protégeait plus des conséquences de mes propres choix. Quand Denise revint, Elisa lui dit qu'elle voulait parler à l'audience. Vous n'êtes pas tenu de défendre Catherine, dit Denise. Je ne vais défendre la version de personne, répondit Elisa. Je dirai ce dont je me souviens, qui était là, qui ne l'était pas, ce que Catherine m'a caché et ce qu'ils voulaient quand ils sont revenus. Denise hocha la tête. C'est exactement ce dont le tribunal a besoin. À ce moment-là, Elisa n'était plus une mineure dont les mots pouvaient être filtrés par un tuteur, elle parlerait en tant que bénéficiaire adulte de la fiducie. Pour la première fois, personne dans la pièce n'aurait légalement le droit de traduire sa vie pour elle. Une semaine avant l'audience, Marguerite posta un long message en ligne. Elle ne mentionna jamais la valeur de la fiducie. Elle écrivit qu'elle était une mère en deuil dont la petite fille lui avait été enlevée, que l'héritage de Jean-Luc était contrôlé par une femme extérieure à la famille et qu'on lui avait refusé la chance de réparer de vieilles erreurs. Des gens de l'église de Jean-Luc, d'anciens voisins et des inconnus qui ne nous connaissaient pas commencèrent à envoyer des messages. Certains posaient des questions polies, d'autres me traitaient de chasseuse de fortune et disaient qu'une vraie grand-mère ne devrait jamais avoir à se battre pour avoir accès à son propre sang. Je ne répondis pas. Toute défense publique m'aurait obligé à exposer l'enfance d'Elisa afin que des étrangers puissent choisir un camp. J'avais déjà passé trop d'années à décider quelle vérité lui appartenait. Je ne les donnerai pas maintenant pour protéger ma réputation. La nuit précédant l'audience, Denise plaça la clé USB scellée de Jean-Luc dans son sac de procès. Je la regardai fermer la fermeture éclair. Qu'a-t-il dit, demandai-je. Elle posa sa main sur le sac. Assez pour vous faire mal. Pas assez pour gagner cela sans la vérité que vous avez déjà vécue. Le lendemain matin, Elisa est entrée dans la cuisine vêtue d'une robe sombre et l'appareil photo argentique de Jean-Luc autour du cou. La sangle en cuir était craquée par l'âge et le poids reposait contre sa poitrine. « Tu veux laisser ça ici ?» demandai-je. Elle posa une main sur l'appareil. « Non. Tout le monde continue de me dire qui il était. Je veux quelque chose qui se souvienne de lui sans parler. » L'appareil photo reposait sur la poitrine d'Elisa alors que nous entrions dans la division des successions du tribunal de Lyon. Près de 5 mois s'étaient écoulés depuis que Rémi et Marguerite avaient déposé leur requête, mais la salle semblait toujours agencée autour de la première accusation. Ils demandaient au tribunal de me retirer de la fiducie de Jean-Luc, non pas de décider où Elisa vivait. Elle avait eu 18 ans en août et personne dans cette salle d'audience ne pouvait revendiquer sa garde. Malgré cela,
je sentis l'ancienne peur de l'audience de tutelle revenir lorsque je vis nos noms imprimés de part et d'autre du rôle. Rémi était assis à côté de son avocat, vêtu d'un costume sombre et portant la montre de Jean-Luc. Je reconnus le cadran carré en argent et les raflures près de la couronne où Jean-Luc l'avait cogné contre notre porte de garage. Marguerite avait insisté un jour que la montre appartenait à sa vraie famille. La voir au poignet de Rémi rendait les années entre les funérailles et ce matin moins comme une absence et plus comme de la patience. Il avait attendu que quelque chose de précieux le ramène. Marguerite portait du bleu marine au lieu du noir et gardait un mouchoir plié entre ses doigts. Elle paraissait plus petite qu'aux funérailles, presque fragile, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Alors ses épaules se redressèrent et je vis la même certitude qui lui avait permis de laisser Elisa sur les marches de l'église sans croire qu'elle avait abandonné qui que ce soit. Elisa était assise à côté de Denise et moi en tant que bénéficiaire adulte de la fiducie. Son pouce passa sur l'ancienne sangle de l'appareil photo puis s'arrêta lorsque l'avocat de Rémi se leva. Il commença par la phrase à laquelle je m'étais attendu et que je n'étais toujours pas prête à entendre, « Madame Dubois n'a aucune parenté sanguine avec Elisa. » Il décrivit mes 9 années avec elle comme une concentration de pouvoir. J'avais été sa soignante, sa tutrice légale et l'une des fiduciaires responsables de l'examen de ses besoins personnels. Selon lui, ces rôles m'avaient permis de contrôler ses relations et de façonner sa compréhension de la famille de Jean-Luc. Il dit que j'avais bloqué des appels, caché de la correspondance, découragé le contact, puis utilisé la dépendance émotionnelle que j'avais créée pour justifier mon maintien dans la fiducie. Il ne m'accusa jamais de voler de l'argent directement, les dossiers de la compagnie des Vallées rendaient cela impossible. Au lieu de cela, il soutint que l'argent n'avait pas besoin d'entrer sur mon compte bancaire pour que je bénéficie de l'influence. En restant aux côtés d'Elisa, j'avais conservé une voix dans des décisions impliquant des millions d'euros. L'histoire était cruelle parce que certaines parties étaient vraies. Quand j'ai pris place sur le siège des témoins, l'avocat de Rémi n'a pas posé de questions sur les nuits où Elisa dormait dans ma chambre après la mort de Jean-Luc. Il n'a pas demandé qui avait assisté à ces réunions de parents ou s'était assis à son chevet à l'hôpital. Il a posé des questions qui exigeaient des réponses en un mot, « Avez-vous bloqué le numéro de Marguerite Dubois ?» Oui. Avez-vous gardé des cartes d'anniversaire d'Elisa? Une carte. Donc la réponse est oui. Oui. Avez-vous dit à Elisa que sa famille paternelle avait choisi de ne pas la contacter? Oui. Avez-vous déconseillé à la compagnie des Vallées d'effectuer certaines distributions pour les dépenses ménagères? Oui. Chaque réponse supprimait le contexte et plaçait une autre pierre propre du côté de la balance de Rémi. Quand Denise m'a interrogé, j'ai expliqué que les appels de Marguerite s'étaient concentrés sur les biens de Jean-Luc et qu'une conversation avait laissé Elisa craindre que le tribunal ne l'emmène. J'ai expliqué que la carte de Rémi incluait une question sur les actions Étoiles du Nord et que j'avais rejeté les paiements de la fiducie lorsqu'il couvrait également des dépenses qui m'appartenaient. Je n'ai pas qualifié ces choix de parfaits, ai-je dit. J'avais cru protéger Elisa et j'avais ensuite compris que je décidais aussi quelle vérité elle pouvait supporter. De l'autre côté de la salle, Marguerite baissa les yeux. Pendant quelques minutes, elle ressembla à la femme à qui l'accès avait été refusé plutôt qu'à la femme qui avait refusé la responsabilité. Je pouvais sentir les gens dans la salle d'audience se tourner vers sa version. Lorsque Marguerite témoigna, sa voix trembla aux bons endroits. Elle dit que le chagrin l'avait rendue froide après la mort de Jean-Luc. Elle admit avoir dit des choses qu'elle regrettait, mais affirma que je ne lui avais jamais laissé assez de temps pour les réparer. Elle parla de la perte de son fils et de voir une autre femme devenir le centre de la vie de sa fille. J'ai appelé, dit-elle. J'ai envoyé des cartes. J'ai essayé de maintenir un certain lien, mais Madame Dubois a décidé que j'étais dangereuse. Le juge Carrier écouta sans changer d'expression. Quand Marguerite eut terminé, la juge joignit les mains. Quel lycée Elisa a-t-elle fréquenté? Marguerite jeta un coup d'œil à Rémi. Je crois que c'était à Lyon. Quel était le nom? Je ne me souviens pas. Qui était son pédiatre? Je n'ai pas reçu cette information. Quelle matière prévoyait-elle d'étudier à l'université? Le mouchoir de Marguerite se crispa entre ses doigts. La photographie, peut-être. Elisa voulait étudier le design environnemental. La photographie était la seule chose que Marguerite avait remarquée parce que l'appareil photo rendait Jean-Luc visible. Le juge Carrier continua, Elisa a subi une opération d'urgence à 11 ans. Quelle procédure a été effectuée? Marguerite dit qu'elle avait entendu parler d'une maladie mais avait été tenue à l'écart.
À quelle date Elisa a-t-elle eu 18 ans? Le silence dura assez longtemps pour que le chagrin de Marguerite perde une partie de sa forme. Rémi se présenta différemment. Il était calme, pragmatique et veillait à ne jamais dire qu'il voulait le contrôle. Il affirma que son seul objectif était de confier le pouvoir discrétionnaire à un fiduciaire professionnel qui n'avait aucune dépendance émotionnelle envers Elisa. Lorsque Denise l'interrogea sur le tableur intitulé « Transition Elisa », il le décrivit comme une analyse de coûts préliminaire. Les travaux de rénovation de l'appartement et les frais de gestion étaient des exemples, pas des plans. Il n'y a à s'attendre à ce que son entreprise ou ses associés en tirent profit. Vous saviez que la fiducie valait environ 2,4 millions d'euros lorsque vous avez contacté Elisa, dit Denise. Non. Vous avez mentionné presque ce montant exact lors de votre deuxième réunion avec elle. J'avais lu l'acquisition de Nordstar. Le nombre d'actions détenues par Jean-Luc n'était pas public. Rémi ajusta le revers au-dessus de la montre de Jean-Luc. Alors j'estimais. Denise laissa la réponse là où il l'avait placée. Elle n'avait pas encore montré au tribunal la chaîne complète des courriels et je compris que trop insister ne ferait que l'avertir de l'endroit où le vrai dommage attendait. Noémie Grand témoigna ensuite. Son explication fut assez brève pour que quiconque dans la salle la comprenne. La compagnie des valets détenait et investissait les actifs de la fiducie. Je n'avais jamais reçu de rémunération de fiduciaire. Je ne pouvais pas transférer l'argent de la fiducie sur mon propre compte et chaque distribution nécessitait l'examen du fiduciaire institutionnel. Aucun audit n'avait trouvé d'autonégociation, de fonds manquants ou de paiement inapproprié à moi. L'avocat de Rémi répondit que des comptes propres ne résolvaient pas l'influence émotionnelle. Noémie convint que les relevés bancaires ne pouvaient pas déterminer pourquoi Elisa faisait plus confiance à une personne qu'à une autre. Cette réponse laissa l'accusation la plus douloureuse en vie. La juge Carrier regarda la requête. Elle dit que le tribunal n'était pas là pour décider qui méritait de se dire famille. La question juridique était de savoir s'il y avait une cause suffisante pour me retirer pour rupture de fiducie, inaptitude, hostilité préjudiciable, influence indue ou une autre raison qui menaçait la bonne administration de la fiducie de Jean-Luc. Le tribunal doit également considérer l'intention du constituant et les intérêts actuels du bénéficiaire adulte, dit-elle. Ni le sang ni l'affection ne remplacent les preuves. Denise se leva et plaça la clé USB scellée sur la table des preuves. Elle expliqua quand Jean-Luc avait enregistré la déclaration, comment son bureau l'avait reçue et les conditions écrites exigeant qu'elle reste scellée à moins que mon rôle en vertu de la fiducie ou le droit d'Elisa de choisir ne soit contesté. L'avocat de Rémi s'y opposa. Il qualifia l'enregistrement de oui-dire, de préjudiciable émotionnellement et d'une tentative de permettre à un homme décédé de décider d'un litige actuel sans contre-interrogatoire. Denise n'argua pas que la vidéo prouvait que toutes les allégations étaient fausses, elle dit qu'elle était pertinente aux raisons de Jean-Luc de choisir les fiduciaires, aux garanties qu'il avait créées et aux circonstances entourant le refus original de la famille. La juge Carrier examina les instructions écrites puis autorisa la vidéo à cette fin limitée. Le greffier connecta la clé USB au moniteur de la salle d'audience. L'écran vacilla et Jean-Luc apparut dans la robe bleue qu'il avait portée pendant son dernier hiver. Son visage était plus mince que ma mémoire ne me l'avait permis de le garder, et pendant un instant, j'oubliais la requête, la fiducie et les gens qui nous regardaient. Rémi se pencha vers Marguerite. Il souriait toujours. Jean-Luc regarda directement la caméra et prit une respiration peu profonde. « Catherine, avant que quiconque ne t'accuse de rester pour l'argent, j'ai besoin que tu me pardonnes. » L'écran sombre à côté de lui refléta le visage de Rémi alors que son sourire disparaissait. Jean-Luc regarda la caméra comme s'il pouvait me voir assise dans cette salle d'audience 9 ans plus tard. « Je ne t'ai jamais dit ce que ces actions pourraient devenir, dit-il. Je ne savais pas qu'elles vaudraient un jour des millions. Je savais seulement que l'Étoile du Nord avait une chance de devenir quelque chose de plus grand et que les actions pourraient un jour donner à Elisa des choix que je ne pouvais pas lui donner moi-même. » Sa voix était mince, mais chaque mot était délibéré. Je me suis souvenu de l'après-midi où il avait rejeté les actions comme quelque chose qui pourrait ne jamais valoir quoi que ce soit. À l'époque, j'avais cru qu'il me protégeait d'une incertitude financière de plus. Maintenant, je compris qu'il s'était protégé d'une question que d'autres personnes pourraient se poser à mon sujet. Je t'ai caché cela parce que je ne voulais pas que quiconque dise que tu es resté pour l'argent, continua-t-il. Je pensais que si tu ne savais pas ce qu'il pourrait y avoir, personne ne pourrait remettre en question pourquoi tu t'occupais d'Elisa. C'était injuste envers toi. J'ai fait un choix sur la vérité que tu étais autorisé à porter,
et je suis désolé. La main d'Elisa se serra autour de la mienne sous la table. Les excuses ne me réconfortèrent pas, elles firent mal parce qu'elles atteignaient le même endroit d'où était venue ma propre erreur. Jean-Luc m'avait aimé, pourtant il avait quand même décidé que retenir la vérité était une forme de protection. J'avais fait la même chose à Elisa. À l'écran, il fit une pause pour reprendre son souffle. La compagnie des Vallées détiendra les actifs, tiendra les comptes et approuvera chaque distribution. Catherine ne peut pas prendre cet argent pour elle-même. Je l'ai nommée cofiduciaire sans compensation parce qu'elle sait quand Elisa a peur, quand elle fait semblant de ne pas avoir besoin de quelque chose et quand une dépense l'aidera plutôt que d'impressionner quelqu'un d'autre. La compagnie contrôlera l'argent. Catherine les aidera à comprendre l'enfant. Rémi se déplaça sur sa chaise. Le mouvement attira mon attention sur la montre de Jean-Luc à son poignet. Je n'ai pas construit la fiducie pour qu'une seule personne puisse tout contrôler, dit Jean-Luc. Je l'ai construite pour que les gens qui comprennent l'argent et la personne qui comprend Elisa aient à se répondre mutuellement. Noémie baissa les yeux vers le rapport devant elle. La structure que Rémi avait décrite comme dangereuse était la garantie que Jean-Luc avait voulu. Puis Jean-Luc parla de sa famille. Catherine m'a demandé de garder ma mère et mon frère dans la vie d'Elisa. Elle a demandé un tuteur de secours parce qu'elle avait peur que le chagrin ne laisse notre fille avec une seule personne. Denise les a contactés à ma demande. On leur a dit qu'accepter ne signifiait pas prendre Elisa immédiatement, cela signifiait promettre que si Catherine ne pouvait pas s'occuper d'elle, quelqu'un de ma famille interviendrait. Le mouchoir de Marguerite resta pressé entre ses doigts, mais elle ne le tenait plus près de son visage. Mon frère a écrit qu'il ne pouvait pas accepter la responsabilité personnelle ou financière d'un enfant. Ma mère a dit qu'Elisa devrait rester avec la femme qui avait choisi cette vie. Je ne ferai pas semblant que ces mots n'ont pas fait mal. Je ne ferai pas non plus semblant que Catherine les a repoussés au moment où elle se préparait à perdre son mari. C'est elle qui leur a demandé de ne pas abandonner ma fille. Jean-Luc se pencha en arrière contre les oreillers. Pendant plusieurs secondes, le seul son dans la salle d'audience venait de l'enregistrement de sa respiration. Si ma mère et mon frère sont dans cette pièce, dit-il, demandez-leur pourquoi ils ont refusé ma fille avant de savoir qu'elle valait quoi que ce soit. Marguerite ferma les yeux. Rémi fixa la table comme si le grain du bois pouvait offrir une réponse. Les derniers mots de Jean-Luc furent plus calmes. Aucun document de fiducie ne peut dire à Elisa où est sa maison. Quand elle sera assez grande pour répondre, écoutez-la. L'argent est pour son éducation, sa santé, sa sécurité et la vie qu'elle choisit de construire. Ce n'est pas une récompense pour quiconque croit qu'être apparenté lui donne un droit sur elle. Il regarda la caméra une dernière fois. Catherine, je suis désolé de t'avoir laissé une autre vérité à porter. Elisa, je suis désolé de ne pas être là quand tu choisiras quoi en faire. L'image s'éteignit. Personne ne parla jusqu'à ce que le juge Carrier demande à Denise de poursuivre. Denise plaça les lettres de 2017 devant Rémi. Il confirma sa signature après l'avoir étudiée plus longtemps que nécessaire. La phrase que Jean-Luc avait répétée apparut au milieu de la page, Rémi avait écrit qu'il ne pouvait assumer de responsabilité personnelle ou financière pour un enfant. Vous avez compris que Jean-Luc vous demandait de servir seulement si Catherine devenait incapable de s'occuper d'Elisa, demanda Denise. Oui. On ne vous demandait pas de la prendre immédiatement? Non. Et vous avez quand même refusé. Mes circonstances étaient différentes à l'époque. Denise se tourna vers la réponse de Marguerite. Marguerite admit que la signature était la sienne. Sa lettre disait qu'Elisa devrait rester avec la femme qui avait choisi cette vie et qu'elle ne voulait pas d'obligation légale qui lui soit imposée pendant son chagrin. Le juge Carrier la regarda. Quand votre chagrin a-t-il commencé à permettre la responsabilité? Les lèvres de Marguerite s'entr'ouvrirent mais aucune réponse ne vint. La juge continua, était-ce avant ou après l'annonce de la vente de systèmes médicaux Étoile du Nord? J'ai regretté ma décision pendant des années, mais vous n'avez entrepris aucune action légale, n'avez demandé aucun contact régulier et n'avez offert aucun soutien pendant ces années. Catherine m'avait bloqué. Le juge Carrier jeta un coup d'œil au registre d'appel. Le blocage a eu lieu après la conversation au cours de laquelle vous avez dit à une enfant de 10 ans que sa tutrice n'était pas sa vraie mère. Qu'avez-vous fait après cela pour démontrer qu'un contact renouvelé serait sûr pour Elisa? Marguerite baissa les yeux vers ses mains. Denise rappela Noémie pour clarifier les rapports de fiducie. Noémie confirma que je n'avais reçu aucune rémunération de fiduciaire,
qu'aucun argent de la fiducie n'était entré sur mes comptes personnels et que la compagnie des valets avait examiné chaque distribution. Madame Dubois savait-elle que les actions vaudraient environ 2,4 millions d'euros avant votre avis d'avril, demanda Denise. Non, dit Noémie. L'évaluation finale dépendait du prix d'acquisition et du nombre d'actions vérifiées par la fiducie. Elle a appris le montant lorsque nous l'avons informée et Elisa. Aurait-elle pu vendre ses actions privées plus tôt à son propre profit? Non. Aurait-elle pu approuver un paiement à elle-même sans la compagnie des valets? Non. Denise plaça ensuite la chaîne de mai de Rémi sur l'écran. Le premier message avait été envoyé au fiduciaire professionnel des semaines avant que Rémi n'apparaisse à notre porte avec les photographies de Jean-Luc. En pièce jointe se trouvait le tableur intitulé « Transition Elisa ». Il comprenait la rénovation d'un appartement, des contrats de gestion immobilière et des honoraires de fournisseurs liés à l'entreprise de Rémi ou à ses partenaires commerciaux. Denise mit en évidence une seule phrase, une fois Catherine retirée, la famille peut guider les distributions. Rémi se pencha vers son avocat, cette fois, aucune explication n'arriva assez rapidement. Vous avez témoigné que le fiduciaire était indépendant, dit Denise. Pourquoi discutiez-vous du contrôle familial avec lui avant qu'Elisa n'ait accepté un quelconque plan de logement? C'était une planification préliminaire. Au profit de qui? D'Elisa. Elisa vous a-t-elle demandé de choisir un appartement? Non. Vous a-t-elle demandé à votre entreprise de rénover un appartement? Non. Vous a-t-elle demandé de calculer les frais de gestion? La mâchoire de Rémi se serra. Non. Quand Denise eut fini, le juge Carrier me demanda si je souhaitais faire une brève déclaration. Je me levai sans prendre de notes. J'ai bloqué des appels et caché des informations à Elisa, dis-je. Je croyais la protéger, mais je lui ai enlevé des choix qui auraient dû lui appartenir. J'ai eu tort. Marguerite leva les yeux, s'attendant peut-être à ce que l'aveu sauve son affaire. Je ne demande pas à ce tribunal de m'appeler sa mère, continuai-je. Je lui demande de ne pas remplacer les garanties de Jean-Luc par des personnes qui sont revenues avec une calculatrice. Je m'assis avant que la peur ne me fasse dire plus. Elisa se leva ensuite. L'appareil photo restait contre sa poitrine et elle posa une main dessus en faisant face au juge Carrier. Catherine aurait dû me parler des appels et des cartes, dit-elle. Je suis toujours en colère qu'elle ait décidé ce que j'étais autorisé à savoir. Mais quelques appels n'effacent pas 9 ans. Ils ne transforment pas les gens qui sont restés à l'écart en gens qui m'ont élevé. Elle regarda Marguerite et Rémi. Je ne suis pas une fiducie, un héritage ou la preuve de qui a le plus aimé mon père. Je ne choisis pas qui contrôle l'argent. Je choisis si la personne qui est restée doit être effacée parce que les gens qui sont partis ont enfin appris le nombre. Puis Elisa se tourna vers moi. Elle est restée avant que l'une ou l'autre de nous ne sache ce que les actions valaient. La juge Carrier examina ses notes en silence. Quand elle leva les yeux, son attention se porta sur Rémi. Le sang peut expliquer pourquoi vous êtes ici, dit-elle. Cela n'explique pas où vous étiez. Puis elle ouvrit la décision provisoire qu'elle avait modifiée après avoir entendu les preuves. La juge Carrier lut la décision sans élever la voix. Elle rejeta la requête visant à me suspendre ou à me retirer de mon poste de cofiduciaire. Les dossiers ne montraient aucune rupture de fiducie, aucune autonégociation et aucune preuve que j'étais inapte à continuer le rôle limité que Jean-Luc m'avait assigné. La compagnie des valets resterait le cofiduciaire institutionnel responsable de la détention des actifs, de leur investissement, de la tenue des comptes et de l'émission de chaque paiement. Je continuerai à servir sans compensation, aidant à évaluer les besoins personnels d'Elisa jusqu'à ce que les termes de la fiducie changent ou qu'elle atteigne 25 ans. Le juge fit une distinction clairement nette, Elisa avait 18 ans, ma tutelle avait déjà pris fin, donc personne dans cette salle d'audience n'avait l'autorité de décider où elle vivait, qui elle visitait ou quel membre de sa famille elle autorisait dans sa vie. Elle recevrait directement les rapports de fiducie, participerait aux décisions la concernant et conserverait le droit de retourner elle-même au tribunal si elle pensait un jour que l'un des fiduciaires devait être remplacé. Le fiduciaire proposé par Rémi ne serait pas nommé. La juge Carrier estima que la requête avait été poursuivie de mauvaise foi et contre l'intention clairement documentée de Jean-Luc. Rémi et Marguerite seraient responsables de la plupart de mes frais de justice raisonnables. Aucun de leurs frais, coûts de planification ou demandes échouées ne pouvait être payé par la fiducie d'Elisa. La demande de me surcharger personnellement fut rejetée. Je ne me suis pas sentie triomphante lorsque la juge a terminé.
Je me suis senti comme si j'avais retenu mon souffle depuis le matin où Jean-Luc avait cessé de respirer et que mon corps avait oublié comment le relâcher. Rémi murmura quelque chose à son avocat. L'homme secoua la tête et désigna un paragraphe de la décision. Le visage de Rémi se crispa lorsqu'il comprit que la fiducie ne paierait pas pour l'affaire qu'il avait intentée contre elle. Marguerite resta assise pendant que tout le monde ramassait ses papiers. Son mouchoir plié s'était déchiré au milieu. En dehors du tribunal, Rémi passa devant nous sans parler. La montre de Jean-Luc brillait sous son poignet alors qu'il poussait les portes. Il avait passé des mois à se décrire comme la seule personne assez pragmatique pour protéger l'héritage d'Elisa. En fin de compte, les documents qu'il avait créés pour en tirer profit lui avaient causé plus de dommages que tout ce que Denise ou moi aurions pu prévoir. Les conséquences ne sont pas arrivées d'un seul coup, elles se sont déployées au cours des mois suivants à travers des lettres, des réunions annulées et des appels. Rémi a cessé de répondre. L'un de ses prêteurs a obtenu les dossiers de l'affaire et a découvert que Rémi avait décrit un accès possible aux ressources de la fiducie gérée par la famille en tentant de restructurer sa dette commerciale. Le prêteur a retiré l'offre. Un client commercial a ensuite annulé un contrat de rénovation après que les courriels et le tableur soient devenus partie du dossier du tribunal. Au printemps, la société de Rémi a fait faillite. Je n'ai pas célébré. Je ne l'ai pas appelé ni ne lui ai envoyé de copie de la décision. Sa chute ne venait pas de la vengeance, elle venait de la même habitude qui l'avait amené à notre porte, il avait traité l'avenir des autres comme des actifs qu'il pouvait tranquillement placer sur un tableur. La punition de Marguerite fut plus silencieuse. Elle nous suivit dans le couloir du tribunal après le départ de Rémi. Elisa était en train de remettre le capuchon d'objectif sur l'appareil photo de Jean-Luc lorsque Marguerite s'approcha. « Je suis toujours ta grand-mère », dit-elle. Elisa la regarda longuement. Il n'y avait aucune colère sur son visage, ce qui rendait la réponse plus difficile. « Tu étais de ma famille tout le temps », dit-elle. « Tu n'as voulu le titre que lorsqu'il était assorti d'un accès. » La bouche de Marguerite se serra. « J'ai fait des erreurs. Catherine aussi. » La comparaison sembla donner de l'espoir à Marguerite jusqu'à ce qu'Elisa poursuive, « Catherine a admis les siennes sans me demander de prétendre qu'elles n'avaient jamais eu lieu. Tu parles toujours comme si être ma grand-mère était quelque chose que tu pouvais déclarer. J'ai aimé ton père. Je sais. Je t'aime. » Elisa posa une main sur l'appareil photo. « Je ne veux pas de contact pour l'instant. Si cela change, je déciderai quand. » Marguerite me regarda, s'attendant peut-être à ce que j'adouce la réponse ou encourage la réconciliation. Pendant des années, j'aurais peut-être fait exactement cela. J'aurais confondu la politesse avec la guérison et poussé Elisa vers une relation parce que j'avais peur que le ressentiment ne la rende amère. Cette fois, je suis restée silencieuse. Le choix lui appartenait. La première réunion après la décision a eu lieu à la Compagnie des Vallées. Noémie a placé un budget universitaire devant Elisa au lieu de le faire passer par moi. Nous avons discuté des frais de scolarité, d'un logement raisonnable, des réserves d'urgence et de l'importance de laisser la majeure partie du capital intact. Elisa n'a pas demandé d'appartement ou de nouvelle voiture. Elle voulait que ses frais de scolarité actuels soient couverts et un soutien au logement suffisant pour éviter de contracter des dettes inutiles. Elle a également demandé si une partie de son allocation annuelle pouvait payer un cours de photographie avancé. Noémie m'a regardé par habitude, puis s'est corrigée et s'est tournée vers Elisa. « C'est votre demande », a-t-elle dit. « Dites-nous pourquoi elle est importante. » Elisa a expliqué que la photographie n'était pas son diplôme, mais qu'elle l'aidait à comprendre la mémoire, le lieu et le design. Elle a parlé sans s'excuser pour le coup ou essayer de prouver qu'elle le méritait. Jean-Luc avait créé la fiducie pour lui donner des choix. Pour la première fois, je l'ai regardé en faire un sans me demander si cela la rendrait plus difficile à garder à la maison. J'ai vidé le tiroir arrière de mon bureau. J'ai placé chaque carte d'anniversaire, photographie et lettres que j'avais gardées dans une boîte. La vieille carte de Rémi se trouvait près du sommet avec sa question sur les actions étoiles du Nord écrite sous sa signature. Elisa était assise en face de moi à la table de la cuisine pendant que je poussais la boîte vers elle. « Ceux-ci t'appartiennent, dis-je. Tu peux les garder, les jeter ou contacter toute personne qui y est liée. Je ne prendrai plus cette décision. » Elle lut chaque carte lentement. Elle garda les photographies de Jean-Luc et plaça les lettres de Marguerite dans une enveloppe séparée. Quand elle arriva à la carte de Rémi, elle déchira la question manuscrite sur les actions et jeta ce morceau à la poubelle.
Elle garda la partie avec la signature du frère de Jean-Luc. Je veux me souvenir que les gens peuvent faire une chose décente pour la mauvaise raison, dit-elle. Plus tard cette semaine-là, j'ai rencontré Denise pour mettre à jour mon testament et mes documents personnels. J'ai nommé Elisa clairement, sans langage vague ni hypothèse. J'ai écrit ce que je voulais qu'elle reçoive, quel choix lui appartenait et qui devait parler si je ne pouvais pas le faire. J'avais passé trop de temps dans notre vie à croire que l'amour devait être évident par mes actions. Le silence de Jean-Luc, dans ma tête, m'avait appris que les gens ne devraient pas avoir à chercher dans des enveloppes scellées pour savoir s'ils avaient été choisis. La première nuit après que l'affaire soit enfin derrière nous, je me suis réveillé au bruit de pas dans le couloir. Pendant un instant, j'avais à nouveau 39 ans, allongé dans le lit où Jean-Luc aurait dû être, attendant une petite fille effrayée qui demanderait si j'allais disparaître aussi. Elisa se tenait à la porte de ma chambre. Elle avait 18 ans maintenant, plus grande que moi, l'anneau d'argent tournant sous son pouce. « Tu aurais dû me dire la vérité, dit-elle. »« J'aurais dû. Je suis toujours en colère. »« Tu as le droit de l'être. » Elle regarda dans la pièce et je bougeais légèrement sous la couverture avant de réaliser qu'elle ne demandait pas à entrer, mais, « Tu es resté, » dit-elle. Elle se tourna vers sa propre chambre, puis s'arrêta, une main sur le montant de la porte. « Bonne nuit, maman. » Sa porte se ferma quelques secondes plus tard. J'écoutais le couloir silencieux et compris que le son ne signifiait plus qu'elle me fermait la porte. Elisa pouvait fermer sa porte parce qu'elle avait enfin confiance qu'elle n'aurait pas à l'ouvrir le matin pour voir si j'étais parti. Jean-Luc m'a appris que la parentalité pouvait commencer par une promesse. Elisa m'a appris que l'amour ne devenait réel que lorsque la vérité était autorisée à rester dans la pièce avec nous.